Ils étaient 9 attendus. Au final, 8 ont répondu présent. N'empêche, Patrice Talon, président de la République du Bénin, qui les avait invités, était au rendez-vous du dialogue politique. Un dialogue exclusif qui était parti pour ne connaître que la présence des forces politiques acquises à la cause du chef de l'État. A déploré le parti du Renouveau démocratique, le parti de Adrien Hongwedji aura quand même participé au conclave de 3 jours qui accoucha de recommandations. Le rapport en main, Patrice Talon n'a pas laissé ses pages se refroidir. Quelques jours après, il réunit les principaux organes de l'Assemblée nationale autour. Le diagnostic qu'il avait posé demandait la relecture du code électoral et de la charte des partis politiques. Mais pour guérir le Bénin de la crise née des dernières législatives, il faut aller loin. Il faut des mesures d'apaisement, ont suggéré les délégués du Palais des Congrès. Les détenus et autres personnes poursuivies dans le cadre des incidents du 28 avril, des 1er et 2 mai, doivent être libres. La trouvaille du président de la République pour traduire cette volonté dans les actes est le vote d'une loi d'amnistie. La 8e législature, dont la légitimité continue de susciter débat, devra s'en charger. Elle le fera de façon diligente, ont promis ces organes rencontrés. Si certains voient en cette rencontre une preuve supplémentaire de la soumission de cette législature aux ordres du palais de la Marina, d'autres avant même la rencontre tirent la sonnette d'alarme. Attention, il y a une révision de la Constitution qui se cache derrière l'issue de la rencontre des 10, 11 et 12 octobre dernier, écrit le parti Union sociale libérale, tout comme d'autres partis de l'opposition qui n'ont pas encore en main leur récépissé. Une révision opportuniste, pense-t-il. Le PRD, qui a pris part au dialogue, n'est pas contre une certaine révision de la loi fondamentale. Il a ses conditions. Mais il ne prendra part ni au débat de la relecture de la charte des partis politiques et du code électoral, ni au débat d'une relecture de la Constitution à l'Assemblée nationale. Le parti Moël Bénin n'y sera pas aussi, mais il donne feu vert à Patrice Talon et à l'Assemblée nationale. PRD, USL, Moël Bénin, mesdames, messieurs, ce sont les 3 partis que nous recevons pour vous, pour parler de l'issue du dialogue et des initiatives qu'ils suggèrent, ce dialogue. Sa langue de bois ce matin, je suis Saturnin Diossou, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à vous. En plateau avec moi ce matin, c'est Fils Béo Aguia. Bonjour. Bonjour Monsieur Diossou, bonjour aux auditeurs également de Soleil FM. Vous êtes le secrétaire général du parti Moël Bénin. Bien sûr. Donc là, Mabalo, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs de votre radio. Chargé de communication et porte-parole du parti Union sociale libérale, bienvenue à vous, à Soleil FM. C'est moi, merci. Et puis, Parfait Aoyo, vous êtes chargé de des questions numériques au sein du PRD pour le dialogue politique. Vous êtes l'un des porte-parole de ce parti. Bonjour à vous aussi. Bonjour Monsieur Diossou, bonjour chers téléspectateurs et auditeurs. Vous l'avez rappelé. Oui, oui, puisque nous sommes sur les deux chaînes. Et c'est à vous. Bonjour à tout le monde. C'est à vous, Parfait Aoyo, que j'adresse la première question. Quand on entend du premier rapporteur du dialogue politique convoqué par le président de la République, quand on entend dire qu'il y a eu consensus autour, par exemple, des 10% à totaliser au plan national pour être éligible au partage des sièges à l'Assemblée nationale, alors que le PRD, dans son mémorandum, dit qu'il faudra purement simplement supprimer cette disposition du code électoral. Est-ce qu'il y a lieu de dire que vous êtes toujours en phase avec les conclusions de ce dialogue? Merci beaucoup. Effectivement, il y a consensus sur le principe des 10% pour ramener aux grands ensembles politiques. Nous sommes d'accord qu'il ne faut plus avoir dans le landerneau politique désormais de petits ou de micro-partis. Ce principe est unanimement accepté. Le consensus est obtenu sur ce principe. Maintenant, au dialogue, il était question de parler des principes. Il n'est pas question de rentrer dans les détails. Et justement, dans les détails, nous on estime que, au niveau de l'article 242 alinéa 4, ce n'est pas à ce niveau qu'il faut mettre le principe de 10%. Nous estimons que cet article tel qu'il est libellé aujourd'hui, d'abord difficilement interprétable, vous avez vu la manière fastidieuse avec laquelle la Sénat a tenté de l'interpréter sans y arriver. Et nous nous sommes dit, revoyons tous les mécanismes
pour que cette loi que nous qualifions d'aberration à l'article alinéa 4 et qui n'existe dans aucune législation au monde ne vienne pas nous créer des problèmes demain. Nous estimons que nous ne voulons plus, à la sortie de ce que nous avons connu aux dernières élections, nous ne voulons plus de situation anxiogène ni chrysogène. Je disais donc que si on laissait en l'état l'article 242 du Code électoral, alinéa 4, cela ressemble, ou pour ne pas dire, ce serait un détournement de suffrage. Pourquoi nous disons ça? Je prends un exemple pour que les auditeurs nous comprennent très bien. Le parti qui gagne dans une circonscription, 2 ou 3, n'aura aucun député si le total de ses voix n'atteint pas 10% au plan national. C'est ce que l'article alinéa 4 dit à la date d'aujourd'hui. Il n'aura pas de député et ce sont les candidats battus et rejetés par l'électorat de la circonscription qui seront déclarés élus. C'est en cela que nous disons, faisons attention. Par contre, on peut réfléchir sur des mécanismes beaucoup plus techniques pour penser par exemple à ramener le taux de 10% dans la circonscription. Pourquoi? L'élection législative est une élection par circonscription. Ce n'est pas une élection nationale. On a 24 circonscriptions à la date d'aujourd'hui. Et à partir de cet instant, le calcul se fait à l'intérieur d'une circonscription. Donc c'est à ce niveau que tous les calculs se font. Sans vous arrêter, Parfait Awoyo, vous étiez de la 7e législature, le PRD, la 7e législature qui a adopté ce code électoral et n'a pas pu se faire entendre déjà à ce niveau, malgré, parce que ce n'était pas parti pour 10%, c'était parti pour bien plus. C'était ramené à 10%. Pensez-vous qu'aujourd'hui, avec votre absence à l'Assemblée nationale, on tiendra compte de cette spécificité dont vous parlez? La question aujourd'hui n'est pas une question de présence ou non. Il s'agit de compromis politiques ayant vocation de ramener définitivement la paix dans la cité. Et si à l'Assemblée nationale, les députés n'allaient pas dans votre sens? On avisera. Vous aviserez? On avisera. Parce que on aura fait notre combat de dire que toute disposition chrysogène soit désormais regardée avec beaucoup de concentration. C'est ça notre démarche. Puisque ce que nous sommes en train de dire, nous ne sommes même pas contre qu'on fasse venir des experts autour de la question pour qu'on nous édifie. Une fois encore, le principe des 10% d'une manière globale n'est pas remis en cause. Les grands ensembles ne sont pas remis en cause. Nous estimons que techniquement, ces questions, ces objectifs peuvent être atteints dans une loi sur le financement public des partis politiques, par exemple. Globalement, assortie de mesures contre la transhumance. Globalement, vous êtes donc satisfait de l'issue de ce dialogue politique? Nous sommes d'autant plus satisfaits que tous les points prévus dans notre mémorandum ont été pris en compte. C'est pour ça que j'insiste sur ces détails-là de l'article 242, parce que, dit-on, le diable se trouve dans les détails. Céphis Béraguia, tout comme le PRD, vous avez eu un malheur pour cette dernière législative. Un nom de candidat s'est retrouvé sur vos deux listes. Conclusion, vous avez tous été éjectés. Est-ce qu'au sorti de ce dialogue politique, vous n'avez plus d'inquiétude? Parce que vous avez recommandé, entre autres, qu'il soit prévu désormais dans le code électoral que les partis retournent à la Commission électorale nationale autonome pour refaire des réajustements. Êtes-vous satisfait de l'ensemble du travail qui a été abattu au Palais des Congrès? Oui, merci. Je crois que sur ce point, il a été dit par Moël Bénin et toutes les autres forces politiques également ont porté cette idée. C'est qu'on n'impute plus aux partis politiques la multiplicité de candidatures de personnes qui, on ne sait pour quelle raison, se comportent comme telles et qui se retrouvent sur des listes de différents partis. Parce que comme je dis, on ne sait pas toujours pour quelle raison cela arrive. Et donc, c'est de faire en sorte qu'après une première publication ou une première délibération de la Sénat ou de l'organe en charge des élections, que les partis politiques puissent avoir la possibilité de venir apporter des corrections dans un délai relativement court quand même, pour que
ces éléments-là. Parce que c'est l'article 46 du Code électoral qui a dit qu'on ne peut plus, voilà, qui a listé les éléments qu'il faut avoir et qu'on ne peut plus apporter de correction une fois que la Sénat a délibéré. Je crois que l'article 270 aussi, ou 69, ces articles sont venus dire les conditions dans lesquelles on peut toucher à la liste, on dit, sauf en cas de conflit d'emblème, de logo, ou en cas de décès de candidat. Mais lorsque nous avons fait face à la situation dernièrement, à l'occasion des élections, on a vu que c'était très difficile d'imputer au parti cette faute individuelle de Béninois. Parce qu'il s'agit, et nous avons proposé de corser des sanctions contre ces personnes, de mettre en place des sanctions, de les poursuivre. Pour votre cas précisément, quand on sait que le candidat qui s'est retrouvé sur deux listes à la fois a écrit pour dire qu'il n'a jamais déposé son dossier à un parti, est-ce que vous ne pensez pas que poursuivre les individus non, c'est pas ça. Ce n'est pas ce candidat-là. Ce candidat, c'est une question propre au PRD. Ce n'est pas ce candidat. La question de doublon de candidature s'est plutôt posée dans la 4e circonscription électorale entre le PRD et Moël Bénin. Okay. Celui dont vous parlez, un certain Aklassator, je crois que ça doit relever de la 9e ou de la 10e circonscription électorale. Qui n'était pas en doublon. Ce n'est pas ce cas-là. Mais le cas où nous avons eu des candidats sur la même liste, nous avons estimé qu'à l'avenir, qu'on puisse pénalement s'occuper de ces personnes-là, qu'on puisse, en fait, les propositions sont allées jusqu'à dire de les rendre inéligibles sur une période, de les rendre incapables de vote aussi, et de leur faire payer des amendes, pour que cela ne se répète plus jamais. Vous imaginez, ça c'est pour une élection où nous avons seulement quelques 166 candidats au total, pour les législatives, pour chaque parti. Nous allons vers d'autres élections là maintenant, qui mobilisent plus de candidatures. Et vous voyez l'environnement dans lequel nous sommes, où des personnes estiment que, bon, si ce parti peut mieux me mettre ici, je pourrais... Et alors, on se met dans une disposition de multiplier ses chances. C'est des situations comme ça qui ne sont pas du tout intéressantes. C'est vrai qu'il faut former les militants, il faut les conscientiser, il faut faire un certain nombre de choses, mais l'humain demeure l'humain. Et donc, vous ne pouvez pas tout cerner en ce qui le concerne, parfois, quand il veut poser des actes. Et donc... c'est une avancée parce que tous les partis politiques savent que si nous allons... Cette situation, on peut même décider de chercher à vous torpiller en créant une telle situation. Ça peut être... On peut décider de vous torpiller en créant une telle situation. Et donc, pour que cela ne se répète plus et au détriment des partis politiques, cette avancée a été notée. Donc, le code électoral sera corrigé à propos, voilà, sur cette question. Donc là, Mabalo, aussitôt le dialogue fini, l'Union sociale libérale est montée au créneau. Le parti n'y voit que du vent, venant du palais des congrès. Il dénonce d'ailleurs certaines mesures qu'on recommande déjà et trouve d'ailleurs que c'est la preuve que la 7e législature, la 8e plutôt, serait illégitime. Est-ce que ces points que nous avons évoqués ne sont pas, au-delà de tout, des avancées en matière de relecture du code électoral? D'accord, je vous remercie d'abord pour l'invitation. Et en même temps, je vais vous dire le soutien de l'USL et de moi-même pour l'injuste sanction dont vous avez écopé il y a quelques jours pour avoir dit des choses non démenties à la date d'aujourd'hui. Vous êtes une radio d'information. C'est la première fois que j'entends qu'on sanctionne, qu'on met en demeure une radio d'information pour avoir donné une information vraie. C'est le recul démocratique que nous dénonçons toujours. Ceci dit, je suis heureux d'avoir en face de moi un ami de Moël et un ami du PRD. Les deux ont connu la même fortune que nous aux dernières élections législatives. C'est-à-dire que nous avons tous été exclus. Alors j'ai été surpris, quand je les entends parler, de ne pas avoir remarqué que nos amis réclament la reprise des élections législatives. Pour moi, c'est le point essentiel. J'écoute le PRD qui était au Parlement, qui ne nous a pas soutenus lorsque nous critiquions l'article 242, le même PRD qui a voté, n'est-ce pas, cette loi, qui aujourd'hui revient pour donner des précisions sur des détails ou des principes. Je note que le PRD est satisfait. Je note également que ce que Céphis Béarguia dit, que c'est à l'Assemblée qu'il faut aller le dire.
Parce que c'est à l'Assemblée qu'on vote les lois. C'est à l'Assemblée qu'on corrige les lois. Ce n'est pas dans un dialogue. C'est pour ça que nous pensons que ils ont permis au chef de l'État d'avoir une Assemblée bis. De donner l'impression d'avoir dans ce dialogue une partie de l'opposition, de refléter cette image et maintenant d'aller vers ce qu'on a vu il y a quelques jours au Palais de la République. Ils ont légitimé ce dialogue. Alors nous pensons, nous, à l'Union sociale libérale, et je le martèle encore ici, que ce dialogue était totalement illégal, illégitime pour nous. Nous pensons que les questions qui ont été débattues là-bas devraient l'être à l'Assemblée nationale. Mais cette Assemblée, nous ne la reconnaissons pas, nous ne reconnaissons pas la 8e législature. À partir de cet instant, monsieur le journaliste, le chef de l'État et son gouvernement ont reconnu l'échec du système partisan. Nous sommes dans un multipartisme intégral normalement, mais pour des raisons administratives, on a limité des partis politiques. Donc échec de cette réforme. Et ensuite reconnaissance claire et précise désormais que l'Assemblée n'est pas compétente pour corriger les différents textes. Donc tout ça pour nous n'est que littérature. Il n'y a pas eu de dialogue, nous ne reconnaissons pas de dialogue, donc nous ne pouvons pas reconnaître des conclusions d'un dialogue que nous ne reconnaissons pas. C'est très clair. Qu'est-ce que le président de la République aurait dû faire pour vous? Le président de la République aurait dû convoquer toute la classe politique, donc tous ceux qui manifestent le désir d'être à ce dialogue. Le président de la République aurait dû convoquer, je dirais, les couches sociales, puisque nous n'avons pas qu'un problème politique dans le pays, nous avons d'autres problèmes. Le président de la République aurait dû s'entendre avec tout le monde sur le facilitateur. Il ne devrait pas être seul à désigner un facilitateur, il ne devrait pas être seul à désigner un premier rapporteur. Donc vous constaterez, lorsque vous voyez le fonctionnement, que le président a convoqué quelques amis à une séance de travail en désignant les différents responsables, les rapporteurs et même en donnant le sentiment qu'ils discutent. Et ça, c'est un message peut-être à la communauté internationale. Nous ne reconnaissons pas ce message. Nous avons le sentiment, comme nous avons été exclus des législatives, nous avons le sentiment, non, la certitude d'avoir été exclus également de ce dialogue. Et quand on fonctionne comme ça, on ne fonctionne pas pour la République, on ne fonctionne pas pour la quiétude sociale, la paix sociale et tout le reste. Donc, heureusement que vous nous avez invités ici aujourd'hui, ça veut dire que vous, au moins, vous reconnaissez que nous existons. N'empêche donc là, Mabalo, vous, USL et autres partis de l'opposition en composant la résistance, vous vous êtes retrouvés au champ d'oiseaux. Au terme de 3 jours d'assises aussi, les mêmes moments, 10, 11 et 12, vous avez des conclusions que vous avez promis transmettre au président de la République. Est-ce qu'on ne peut pas prendre ça comme étant votre participation à ce dialogue que le président de la République avait souhaité à sa manière? Non, comment? Pour participer à un dialogue, il faut inviter les gens. Nous n'avons pas été invités, première chose. Et donc, on a eu des assises, on transmet. Et ce qui a été dit là, c'est ce que nous disions toujours. Et le président de la République, en réalité, pour faire court, je vous dirais que le président sait ce qu'il a à faire pour le dégel de la situation. Le reste, c'est un manque de bonne volonté. Le reste, c'est parce qu'on n'a pas envie d'aller sur ces leviers-là. Si le président décide aujourd'hui qu'on aille sur les différents leviers, il le fera. C'est une question de volonté. Il sait ce qu'il a à faire pour que le pays puisse avoir la paix, la quiétude et aller de l'avant. S'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il a fait l'option de ne pas le faire et nous allons le combattre. C'est aussi simple que ça. Parfait, Oyo, Patrice Talon, au sorti de ce dialogue politique, semble être pressé de voir les mesures être traduites dans les actes. Il a rencontré le bureau de l'Assemblée nationale, les présidents de commission, les présidents de groupes parlementaires. Est-ce que toujours vous ne le voyez pas dans la logique de la décrispation? Non, le président Patrice Talon est dans la logique de la décrispation totale. Maintenant, la manière d'y arriver dépend d'un individu à un autre. Vous approuvez sa méthode à lui, à Patrice Talon? Nous le constatons et nous l'apprécions. Pourquoi? Qu'il ne vous échappe pas que le 20 juillet déjà, le président disait qu'il fallait faire quelque chose, il fallait faire un dialogue. Le 15 mai, il réitère en rencontrant une certaine classe politique. 10, 11, 12, il rencontre encore une autre non, je pense catégorie. Que c'était plutôt le 20 mai puis le 15 juillet. Le 20 mai, le 15 juillet. Il rencontre encore la classe politique.
Jusque-là, dans tous les 3 phases, les acteurs ne sont pas forcément unanimes. Ce n'est pas les mêmes acteurs qu'on rencontre. Vous avez d'ailleurs déploré dans votre mémorandum que ce dialogue soit exclusif. Je vais y arriver. C'est nous, notre conception au PRD du dialogue. Mais nous ne sommes ni les organisateurs, ni la personne habilitée à convoquer le dialogue. À partir de cet instant, nous disons, dans notre conception du dialogue, que c'est un processus. Et c'est ce processus au lendemain du dialogue qui continue. Il s'est manifesté par la réception du rapport, d'abord de synthèse du présidium, la validation de ce rapport synthèse en Conseil des ministres, et ensuite le rapport, la discussion avec la conférence des présidents au niveau de l'Assemblée nationale. Nous pensons qu'il est sur le droit chemin et qu'il ne faut pas encore l'en empêcher. Il faut qu'il continue sur ce chemin. C'est notre conception du dialogue. Nous disons aussi que le dialogue, pour nous, est un processus qui vient de commencer. Comme il vient de commencer, les acteurs qui hier n'y sont pas, la porte n'est pas fermée. On aura l'occasion et l'intelligence de trouver le moment opportun pour que ces acteurs soient encore écoutés. À partir de cet instant, nous sommes sereins. Nous sommes totalement sereins. C'est pour ça que ceux qui nous disent pourquoi vous rentrez dans les détails, c'est parce que nous parlons désormais, après le dialogue, nous parlons au PRD désormais des éléments qui peuvent faire l'objet de discussions à l'Assemblée nationale. C'est tout. C'est pour ça que nous revenons sur certains détails. Monsieur Béo Agia, tout à l'heure, a parlé de l'article 46. Il y a d'autres articles qui seront toilettés. Il faut bien les toiletter. Donc, si ces articles doivent être toilettés, il faut qu'on commence par en parler. C'est pour ça qu'à la date d'aujourd'hui, nous revenons sur les détails techniques de l'article 242, alinéa 4. Au-delà des concessions que vous faites, que vous êtes en train de faire par rapport à ce dialogue politique, il faut, oui, toiletter le code électoral, l'achat des partis politiques, renforcer le système partisan et tout ce qui va avec. Le PRD, de façon implicite, attire l'attention de l'opinion internationale sur le taux de participation des législatives. Est-ce que vous n'êtes pas en train de confier à une assemblée nationale qui n'a forcément pas reçu votre onction, qui est issue d'une élection qui n'a forcément pas reçu votre onction, un rôle qui est celui-là, et en plus de ça, vous demandez des mesures d'apaisement. Le président de la République a préféré une loi sur l'amnistie et confie également un rôle à cette Assemblée générale. Est-ce que vous n'y voyez pas une manière pour lui de vous amener à finalement accepter tout ce qui viendra de cette Assemblée nationale? Non. Moi, je comprends le sens et l'esprit de votre question. Évidemment, nous sommes encore dans la méfiance et nous sommes encore dans la défiance. Seriez-vous toujours dans cette même posture après les initiatives qui sont en cours? Ce n'est pas de nous qu'il s'agit. Nous disons que l'opinion publique nationale, la classe politique est encore dans la méfiance et la classe politique est encore dans la défiance. C'est ce qui explique les deux positions. Mais ce que nous disons, nous sommes naturellement optimistes. Nous sommes des républicains. Et à partir de cet instant, on estime que c'est au dialogue, dans un compromis politique, qu'il faut poser les questions de l'État. Alors, je vais être plus clair. Je vais être plus clair en disant que l'Assemblée nationale qui est là, c'est de notoriété que, si on prend les chiffres officiels, son taux dans la population oscille autour des 24%. Pour nous, c'est une Assemblée nationale illégitime. Le PRD l'a toujours dit. Si vous voulez, je le répéterai autant de fois que possible. Mais lorsqu'on a dit ça, on ne reste pas dans son fauteuil pour chanter. Pour chanter. On propose. C'est pour ça que nous avons dit, dans une démarche politique, les élections générales en 2021 auraient pu régler cette question. Pourquoi aurait pu? Puisque nous n'y sommes pas encore. Et pour attirer votre attention sur les élections générales que vous recommandez... Laissez-moi, je vais finir l'idée des élections générales.
On organise les élections générales, législatives, présidentielles pour être précis, parce qu'on ne peut pas toucher avant 2021 le mandat présidentiel. C'est un mandat qui on ne peut rien faire. Vous recommandez donc qu'on court-circuite le mandat actuel des députés? Laissez-moi, je vais finir. On recommande d'abord qu'on ne touche pas au mandat présidentiel. Et deuxièmement, qu'on organise une élection générale en 2021 afin que les députés qui sont là puissent nous permettre de faire ce que nous appelons les toilettages avant d'y arriver. Puisqu'on a des choses à faire à la date d'aujourd'hui et qui sont du domaine d'une Assemblée nationale. Mais on ne touche pas les fondamentaux. Et on commence à partir de 2021, après une grande élection générale, on relance la machine. Pourquoi 2021? Nous sommes tous d'accord, et ça fait le point de consensus, qu'il faut organiser dans le pays des élections générales. Et le point sur lequel personne ne s'est entendu, c'est la date. Nos amis du chant d'oiseaux, avec quelques noms d'oiseaux, nous ont dit il faut arrêter tout de suite. Nous n'y étions pas, on n'était pas au chant d'oiseaux. Je profite pour dire on n'a pas reçu d'invitation de leur part. Donc, quand on organise aussi, oui, nous aussi, on aurait pu faire les mêmes procès qu'ils font. Ils ne nous ont pas, ils nous ont exclus au chant d'oiseaux. Et nous avons reçu quand même de leur part des noms d'oiseaux. Donc, il faut savoir, il ne faut pas lire midi toujours à sa porte. Cette parenthèse étant fermée, je continue de dire que nous sommes pour qu'on coupe la poire en deux. Mais quand est-ce que nous allons commencer les élections générales? Quelle est la date indiquée? C'est ça la vraie question. 2021. 2021, pourquoi? Parce que maintenant, on ne peut pas ramener à faire une élection présidentielle. Avant 2021, on ne peut pas faire une élection présidentielle. Avant 2021, on n'a pas encore l'organisation qu'il faut. Les élections générales sont lourdes et nécessitent une organisation technique. De façon implicite, vous demandez qu'on prolonge le mandat des élus locaux, des conseillers communaux et autres, parce que le mandat arrive à terme en 2020. On peut enclencher ce processus bien avant 2021 pour leur élection et aller dans une période électorale de 6 mois. Parce que leur élection devrait commencer, si on respecte le calendrier, autour d'octobre 2020. 2020, c'est une élection lourde des fois qui fait 3 mois. On est déjà à la fin 2020 et on enclenche les élections générales en 2021. Nous allons nous retrouver en 2021 au bas mot à un point de départ. Ce qui nous permettrait d'aligner toutes les élections et les mandats. Les mandats seront alignés. À partir de cet instant, nous allons arriver à cette spécificité qui suggère d'autres tests auxquels il va falloir qu'on touche. Ces fils Bewagia, vous n'êtes forcément pas d'accord avec le PRD sur ces détails près. Il faut écourter le mandat des députés à l'Assemblée nationale pour 2021. Les élections générales, vous partagez certainement cet avis. Je disais en intro que vous donnez votre feu vert à Patrice Talon à l'Assemblée nationale, quel que soit ce qu'on fera. En fait, au dialogue politique de la semaine dernière, les partis politiques se sont entendus sur les principes. Sur les questions de modalité, il y a encore à s'entendre forcément. À s'entendre avec Parce vous que, par ou à exemple, l'Assemblée nationale sur la question des élections générales, il a été proposé, certains partis politiques ont proposé 2020. Certains ont dit 2021, d'autres 2023, d'autres 2026 même. Et donc, c'est une question de modalités qui peuvent être déclinées. Mais le plus important pour Moël Bénin, c'est le regroupement des élections, c'est l'année électorale. C'est le regroupement des élections pour nous sortir de l'épuisement électoral, pour nous sortir de tout le temps que cela nous prend. C'est sur le principe, c'est le plus important pour nous. Sur les modalités, on verra bien pour la suite. Mais je voudrais quand même dire que le dialogue politique tenu était légal. Il prend source dans l'article 36 de la Constitution qui nous recommande de dialoguer au Bénin. De dialoguer avec... Maintenant. Quel parti? Je prends dans votre introduction, cher ami Joshua, vous dites la crise née des élections. Donc, la matière dont le dialogue va s'occuper, c'est la situation
pré- ou post-électorale. Voyez-vous? Donc, pour dire que, parce que j'ai entendu donc là me dire qu'il faut inviter les forces sociales, non. Que chacun reste par ailleurs dans son couloir. C'était une question politique. Les partis politiques qui régulièrement sont constitués ont été conviés à ce dialogue-là. Et j'espère bien que l'USL finira par régler son processus de formalisation, ira à terme, se mettra dans les rangs pour que ce parti puisse exister, pour qu'ils ne disent pas, comme il l'a dit tantôt, que vous au moins vous le reconnaissez. Or, nous-mêmes, on a besoin de le reconnaître aussi pour échanger de façon régulière. Parce que si ce n'est pas le cas, ça ne va pas être intéressant sur la durée. Et donc, nous souhaitons que ce processus aboutisse au niveau de l'USL, au niveau du ministère de l'Intérieur. Et sur la question même du ministère de l'Intérieur, nous avons fait des observations au dialogue et il a été souhaité que désormais le ministère de l'Intérieur ne fasse qu'en bloc lot d'observations pour éviter des allers-retours aux partis politiques. Tout ça pour permettre à des partis comme l'USL de régler leur formalisation le plus tôt possible. Maintenant, sur les éléments discutés là-bas et l'avenir des discussions sur la suite du processus. Je l'ai dit ailleurs face toujours à Donclam que le dialogue, comme disait aussi M. Arroyo, c'est un processus qui a été ouvert. Et donc, des éléments, des forces politiques qui ne sont pas présentes à l'Assemblée, y compris celles présentes à l'Assemblée, se sont retrouvées à cette occasion pour dire voilà la situation que les tests, notamment l'achat des partis et le code électoral ont généré. Il nous faut voir à l'intérieur ce qu'il convient d'améliorer, ce qu'il convient de retrancher, ce qu'il convient de toiletter pour avancer. Parce que je dis toujours, je pose toujours cette question, si tous les partis politiques, si il n'y avait pas crise électorale, aurions-nous besoin d'aller au dialogue? J'en doute fort. Est-ce que le dialogue convoqué cette année aurait eu sa raison d'être? Et donc, il nous faut nous dire ce pourquoi nous allons au dialogue. Et ce dialogue, il est bel et bien légal parce qu'il prend source dans la Constitution de la République. Il est légitime parce que ce sont les forces politiques régulièrement constituées qui y ont pris part. Lui, dire qu'il n'est pas légal, il n'est pas légitime, c'est dire que toutes ces organisations politiques, en fait, on nettoie et puis... Mais comme je dis chaque fois, ce qui me fait plaisir au niveau de ces allégations, c'est que autant qu'elles ne reconnaissent pas ce qu'il s'est passé, mais elles s'intéressent très bien aux conclusions et c'est intéressant. Et je voudrais aussi dire à la suite de M. Arroyo, en fait, moi je vais m'interroger, qui a convoqué le dialogue du chant d'oiseau, qui a convoqué le chant d'oiseau, pourquoi avoir exclu des partis politiques, pourquoi avoir estimé que d'autres formations pourraient ne pas venir prendre part à ces travaux-là. Ce sera aussi illégitime et illégal pour vous. C'est pour dire que, comme on dit là, il ne faut pas aller midi à sa porte. Mais nous avons besoin d'avancer parce que l'issue de ce dialogue politique tenu au Palais des Congrès, les conclusions, les points d'entente ne concernent pas que les partis qui sont allés à ces échanges-là. Quand nous allons... Quand la suite, comme on le voit avec les échanges au niveau du bureau de l'Assemblée nationale et des présidents des groupes parlementaires et des commissions, c'est pour que nous puissions donner corps, pour que cette institution puisse donner corps à tout ce qui a été dit. Parce que, au demeurant, c'est un Parlement qui doit le faire. Merci, c'est Fils Buagia. Donc là, Mabalo, oui. Quand j'ai entendu Parfait Arroyo revenir sur certaines recommandations faites pendant le dialogue des 10, 11 et 12 octobre dernier, personne n'ose peut-être le dire, mais est-ce qu'on n'y voit pas là une révision de la Constitution? Vous l'avez dit après ce rendez-vous du Palais des Congrès. Je souris parce que mes amis font une confusion terrible. Vous savez, sur le chant d'oiseau, personne n'a reçu d'invitation ni de badge. C'était ouvert à tous ceux qui se sentaient concernés par les questions abordées là-bas. Si vous n'êtes pas venu, c'est vous-même qui vous êtes exclus. C'est aussi simple que ça. Il n'a pas le don d'ubiquité. Attention. Comment voulez-vous qu'ils soient au Palais des Congrès? C'est pour ça que je vous explique. Au chant d'oiseau. Eux, là-bas, ils avaient badge. Ils avaient invitation.
Vous avez vu quelqu'un au champ d'oiseau avec des badges d'invitation? Donc, ceux qui sont venus au champ d'oiseau sont ceux qui se sont sentis exclus. Est-ce que vous avez réclamé vos badges? Ceux qui se sont... Mais on n'a pas été invités. Donc, ceux qui ont été exclus là-bas se sont retrouvés ici. Et c'est parce que eux là, ils ne se sentent pas exclus, c'est pour ça qu'ils ne sont pas venus. Ils étaient à la parodie de dialogue, ils ont préféré ça. Donc c'est aussi simple que ça. Alors, Sophie aime bien les principes et les modalités. Oui, sur le principe du dialogue, c'est le principe, n'est-ce pas, constitutionnel. Mais les modalités ont été faussées par celui qui a convoqué le dialogue. Parce que s'il voulait vraiment discuter avec la classe politique, il sait ce qu'il a à faire. Lorsqu'on nous dit qu'il faut que l'USL se mette en règle pour avoir son récépissé, mais l'USL est en règle. Sauf un détail sur lequel le ministère même sait très bien ce qu'il fait. Écoutez, un ministre de l'Intérieur qui lui-même est candidat, qui est-ce qui allait vérifier la régularité de son dossier ou la régularité du dossier de son parti? C'est lui-même. Juge et arbitre. Et il décide d'exclure d'autres partis. Parce que justement, raison administrative. Alors le ministère de l'Intérieur devrait s'occuper d'enregistrer les partis. Il a jugé. Il a accepté son propre parti à lui. Et il refuse d'autres partis. Et nos amis trouvent qu'on est en démocratie. Et ils défendent ça. Le ministère nous demande d'enlever quelqu'un. Le problème, c'est cette personne. Nous disons, mais ce que vous lui reprochez n'est pas reconnu par les instances légales sur le plan international. Donc nous n'accédons pas à votre demande parce que votre demande, encore une fois, n'est pas fondée. C'est le seul reproche. Et donc à l'USL, nous disons que le ministère de l'Intérieur n'a qu'à simplement nous libérer nos documents parce que jusqu'à présent, tout est confisqué là-bas. Même les dossiers qu'on a déposés, c'est confisqué. Donc, s'il vous plaît, si vous nous entendez au ministère de l'Intérieur, donnez-nous notre récépissé. C'est aussi simple que ça. Nous n'avons plus rien à faire. Nous avons tout fait. Vous avez confisqué nos documents. Nous sommes allés aux élections. Donnez-nous nos documents. C'est simple. Alors, je vais réagir également sur une question importante. Oui, je vais venir. Non, parce que j'ai écouté nos amis. Vous savez, je suis un peu comme seul contre eux. Ils ont été, je n'ai pas été. Donc, donnez-moi le temps de m'exprimer. Notre ami du PRD, mais je veux qu'on soit un peu cohérent dans le débat politique. Il dit que l'Assemblée est illégitime. Il a tout dit. Mais comment vous voulez confier à une Assemblée illégitime de corriger des textes? Si vous-même, vous reconnaissez que cette Assemblée est illégitime, ce que nous disions d'ailleurs par ailleurs à l'USL, vous devez réclamer la reprise des élections législatives. C'est le seul combat à mener. Vous ne pouvez pas confier à une Assemblée illégitime la correction ou le réajustement de textes. Ça n'est pas possible. Donc, soyons cohérents et logiques dans le débat que nous menons. Nous réclamons la reprise des élections législatives. C'est ça qui... Non, le plus tôt possible. Le chef de l'État sait ce qu'il a à faire. Mais nous vous proposons 21. Non, pourquoi? Pourquoi vous proposez? Vous dites que l'Assemblée est illégitime et vous voulez la garder jusqu'en 2021. Ça n'a pas de sens. C'est un compromis politique. Non, laissez le compromis. Nous ne sommes pas présents là-bas. Et vous avez un grand parcours parlementaire, M. Aouyo. Et vous dites que nous sommes dans un processus. Mais vous ne dénoncez pas le fait que le président de la République est convoqué au palais de la République, le président de l'Assemblée et les présidents et la conférence des présidents. Il y a confusion de rôle. Ça n'est pas le président de la République peut à la limite discuter avec le président de l'Assemblée nationale. Mais il n'a pas à convoquer la conférence des présidents au palais de la République. Il n'a pas à le faire. Vous pensez qu'il aurait fait si tous les députés ou tous les membres de la conférence des présidents n'étaient pas de son camp politique? Il les convoque, il leur dit ce qu'il a à faire. Il leur dit, faites ci, faites ci, faites ci, faites ci, votez, votez. Mais nous ne sommes plus dans un système de séparation de pouvoir. Et ne pas le remarquer, le dénoncer, serait ne pas aider ce pays à avancer. Donc, le processus dont vous parlez, vous n'êtes plus dedans. Puisque tout s'est limité au dialogue. Le reste, ce n'est plus vous. Le Conseil des ministres, aucun de vous n'était là. La réunion du président de la République avec la conférence des présidents, aucun de vous n'était là. Aucun de vous ne sera à l'Assemblée nationale. Quel gage avez-vous que ce que vous avez dit... Peut-être qu'après une copie que l'Assemblée nationale voudra déposer, quel gage va le rappeler pour soumettre. Donc tout se passe entre le président et l'Assemblée. Il y a même les deux institutions. Il y a même une équipe qui doit renforcer Victor Tokpanou, le rapporteur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne veux pas aller dans certains détails. D'accord? Tout se joue entre deux institutions.
l'Assemblée nationale et le président de la République. Ces deux institutions qui, au terme de notre Constitution, ont l'initiative de la loi. Et nous sommes dans un système démocratique, c'est la loi qui régit tout. Nous ne sommes pas là où on prend les lois. On ne peut rien contrôler. Donc laissez cette affaire de Seron, j'entends, ça va être corrigé à l'Assemblée, vous n'êtes pas là-bas. Comment vous suivez ça? Rien. Donc nous sommes dans un marché de dupes, c'est très clair. La révision de la Constitution, mais c'est un débat séculaire. Encore une fois, le principe de la révision est un principe constitutionnel. Mais tout est dans les modalités. Et le président, par 2 fois, n'a pas réussi justement cette réforme constitutionnelle par faute de consensus. À l'Assemblée nationale, justement. Aujourd'hui, il a les 83 députés. Et vous êtes allé lui donner le pouvoir, n'est-ce pas, de réviser la Constitution et d'y mettre ce qu'il veut. Parce que pour vous, ce qu'il demande ne pourrait être fait sans qu'on touche. Mais ils savent. À la loi fondamentale. Et j'ai même envie de dire que, avant d'aller à ce dialogue, chaque parti politique on lui avait déjà dit ce qu'il faut aller proposer là-bas. C'est le sentiment que j'ai. A dit que Boel savait ce qu'il devait aller proposer, le PRD savait ce qu'il devait aller proposer, le Bloc républicain savait, l'Union progressiste savait. Heureusement, vous parlez de sentiments. Oui, j'ai le sentiment. Et ils se sont entendus, et ils ont orchestré cela, et ils sont allés nous montrer que bon, on a fait proposition, le président invite, il tranche. Non, attendez, soyons sérieux. Je pense que les solutions sont là à côté. Ce n'est pas la peine d'aller se distraire ou d'aller distraire l'opinion publique nationale et internationale. Si le président veut qu'on règle la situation, il sait sur quel levier il faut agir. Donc, nous n'avons ni confiance en ce qui se fait là, ni en cette assemblée-là qui ne peut rien. Cette assemblée ne peut rien. Il faut simplement reprendre les élections législatives pour mettre tout le monde à l'aise. Nous demandons au pouvoir de nous battre dans les urnes. Oui, nous sommes démocrates. Mais battez-nous dans les urnes. Ne nous excluez pas. Si à la fin, vous êtes majoritaire, ça aurait été le choix du peuple. Mais la politique systématique d'exclusion n'est pas une politique démocratique. Vous avez exclu des élections, vous excluez du dialogue, vous excluez de tout et vous dites qu'il faut aller se conformer. Se conformer à quoi? À rien du tout. Parfait. Aoyo, vous n'osez pas le dire. Pourquoi hésitez-vous à des révisions de la Constitution? Quand il faut faire l'élection générale en 2021, selon votre proposition à vous, quand il faut revoir la représentativité surtout des femmes à l'Assemblée nationale, quand il faut faire ci, quand il faut faire ça, alors que vous savez que l'implication, c'est la loi fondamentale. Pourquoi n'osez-vous pas dire révision de la Constitution au PRD? Le principe sacro-saint qui est mis dans notre Constitution de 90, c'est la révision par voie consensuelle. Sur ça, tout le monde est d'accord. Mais la situation actuelle nous demande un consensus politique. Donc, une fois que le consensus politique est obtenu sur les grands sujets, ce que le dialogue actuel, le processus du dialogue actuel a commencé, il n'y a pas de raison que nous ayons de tabou pour toucher certains aspects de notre Constitution. Pourquoi ne le dites-vous pas ouvertement au dialogue? Que pour si, il faudra réviser la Constitution et vous laisser peut-être vous suggérer ça à travers des propositions. Qu'on le dise aujourd'hui, on ne sait pas encore les modalités qui seront mises sur pied. On ne sait pas les modalités. Lorsque les conditions de modification de la Constitution sont réunies, qu'est-ce qui l'empêcherait? Mais vous savez que les conditions sont réunies actuellement à l'Assemblée nationale. Nous sommes en train de dire, allons au bout du processus du dialogue dont l'épilogue serait le compromis politique et le consensus politique. Certains partis continuent de dire, à tort ou à raison, qu'ils sont exclus. Continuons le dialogue avec eux jusqu'à obtenir la cohésion de la classe politique. Pour nous, le dialogue vient de commencer. Le dialogue n'est pas fini. Pour vous, le dialogue doit s'achever à quelle échéance? Puisque le temps n'attend pas. Nous avons 2020, nous avons 2021. On va à ces élections dans quelles conditions? Rien ne presse. Tant qu'il n'y a pas la cohésion au sein de la classe politique, rien ne presse. Allons vite, allons lentement, j'ai envie de dire, car nous sommes pressés. Vous avez écouté l'Assemblée nationale après la rencontre de la dernière fois, dit que déjà la prochaine fois, l'Assemblée nationale peut donner des coups de pinceau, ce que nous appelons toilettage.
Les choses qui peuvent être faites maintenant, on n'a qu'à les faire. Il ne faut pas, pourquoi attendre demain? Il y a des choses graves qui demandent l'unité nationale. On les abordera en son temps. C'est ça notre démarche. Nous sommes pour une démarche graduelle. S'il faut donner un coup de pinceau, il faut rendre les dispositions de sorte que le rôle du ministère ne soit qu'un rôle administratif et que le contentieux soit ramené à une autre instance rapidement. Nos amis qui se sentent exclus aujourd'hui au ministère de l'Intérieur auraient leur papier et à partir de cet instant, peut-être dans une semaine, dans deux, ils seront à une autre forme de dialogue. N'arrêtons rien. N'arrêtons pas le processus. Ça fait plusieurs mois que nous sommes en train de dire qu'il y a exclusion, il y a exclusion. Nous sommes dans une démarche de il faut démarrer. Pour nous, c'est des marches d'escalier. Nous avons plusieurs marches d'escalier à faire. Nous n'avons pas d'ascenseur et nous devons faire tous les pas. Et chaque pas gagné pour nous est une victoire. Nous sommes pour les petites victoires et c'est pour ça que nous disons et nous martelons. Tout le monde est d'accord sur le principe d'élection générale. Et nous disons, quelle est la date de départ? Chacun n'a qu'à proposer. De toute façon, le principe est acté. Et dès qu'on a proposé ça, aujourd'hui, on dit d'aller aux élections à la date d'aujourd'hui, dimanche. Mais il faut des dispositions pratiques. Il faut mobiliser les ressources. C'est les mêmes qui, aujourd'hui, disent qu'il faut faire les élections tout de suite. S'ils se sentent toujours exclus, on n'aura pas gagné le problème. On n'aura pas réglé le problème. Il y a des problèmes sous-jacents. N'ayons pas peur pour toucher à la Constitution dès lors que le consensus est obtenu. Et le consensus, il est politique. C'est très important. Même pour les élections générales, lorsque on met le politique ou les politiques au sein du débat, on arrive à tout. On peut même, avec un consensus politique, faire des ajustements sans toucher à la Constitution. Donc nous croyons encore à ces mécanismes-là. C'est pour ça que nous insistons sur la notion de processus de dialogue et non de dialogue en 2 ou 3 ou 4 jours. Voilà. C'est Fils Guilla, vous aussi, est-ce qu'à travers les propositions qui ont été faites, vous ne voyez pas venir la révision de la Constitution? Supposez qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale se retrouve, engage la mise en œuvre des recommandations, et puis dit, bon, nous sommes à tel niveau, et on ne saurait évoluer sans toucher à la loi fondamentale. Le débat a été fait avant le 28 avril, où certains disent qu'il faut toucher à l'article 80, il ne peut pas toucher à l'article 80, et tout ce qui va avec. Si le problème se pose aujourd'hui, et la 8e législature décide d'y aller, de passer à la révision de la Constitution, à Mouel Bénin, est-ce que vous direz comme au PRD qu'il faut prendre son temps, on ne sera pas pressé, il faut faire les choses vous savez, comme cela se doit? Merci, M. Joshua. La proposition, par exemple, sur la promotion différentielle des femmes, pour qu'on ait une meilleure représentation du peuple par la femme, c'est une proposition fortement portée par Mouel Bénin. Et vous connaissez bien cette question, elle est fortement liée à la Constitution de la République. Je ne sais pas, c'est vrai que des mécanismes spéciaux peuvent être trouvés pour sortir des tests qui permettent d'y aller sans toucher à la révision de la Constitution. Mais si toutes les forces politiques qui étaient présentes au dialogue ont dit oui, il faut y aller, les conséquences légales ou constitutionnelles sont connues. Il ne faut pas... Nous, en ouvrant le dialogue ce jour-là, nous avons dit il ne faut pas que nous proposions à nos mots des solutions placebo. Il ne faut pas que nous apportons des calmants. Il faut toucher là où il faut. Sur la question des élections générales, ça demande presque un alignement des mandats. Ça demande l'alignement de certains mandats si nous allons aller, nous irons à des élections générales. Donc il y a des questions assez importantes c'est pas... Vous savez, notre pays, les gens, où tout le monde convient de ce qu'on peut réviser la Constitution même autorise cela. Le reste, c'est sur comment retrouver un consensus. Et qu'est-ce qui fait peur par rapport à la question du consensus? C'est est-ce que le président en place ne va pas chercher à dire qu'on a changé de république pour se maintenir au pouvoir? Est-ce que le président en place
ne va pas utiliser le changement, en fait, la modification de la Constitution comme un élément pour se vous avez été clair, vous avez demandé qu'on mette les... Il faut mettre les garde-fous. Vous avez pu voir dans le préambule de la Constitution pour qu'on dise clairement que cela n'autorisera rien de tout ça. Parce qu'il faut qu'on sorte de la méfiance dans le pays. Et c'est parce que on ne met pas clairement cette disposition pour dire personne, dans le préambule, personne ne fera plus de 2 mandats constitutionnels. Et la nouvelle constitution, par exemple, ne permet pas à celui qui est en place, c'est qu'il faut fortement dire ça. Il faut le dire, parce que c'est ça qui fait peur. Le reste ne fait pas peur. Qu'on dise qu'il faut qu'il y ait qu'on ait une meilleure représentation de la femme, moi je vois, c'est une question qui ne choque personne. Ça ne choque personne. Mais tout le monde souhaite ça. Je ne crois pas que l'USL dise non, il ne faut pas faire ça. Mais l'USL sait très bien que ça déclenche la révision de la Constitution par ailleurs. Et donc, comment y aller? Qu'est-ce qui fait peur dans la révision de la Constitution? C'est les garde-fous qu'il faut, qu'ils ne sont pas souvent bien énoncés. Si à l'Assemblée nationale, les députés ne prennent pas ces garde-fous dont vous parlez, que ferez-vous à Mouel Bénin? Le président de la République est garant du dialogue. C'est lui qui l'a convoqué. Il est garant de ce que les députés diront aussi à l'Assemblée nationale. Non, je vous en prie. Ça dit que c'est lui, ce qui va à l'Assemblée nationale, c'est lui qui a convoqué le dialogue. C'est lui qui a pris l'initiative du dialogue. Et il est garant parce que c'est à lui que les conclusions ont été remises. Si à l'Assemblée nationale, les députés font autrement, pensez-vous qu'ils pourraient intervenir à l'Assemblée nationale pour dire non, c'est pas ce que j'ai dit, donc rebrousser chemin? Qu'est-ce que les députés feront autrement? Nous, par exemple, nous avons dit garde-fous. Si nous ne voyons pas les garde-fous, on ne serait pas d'accord. C'est un minimum. Et d'autres forces politiques... Vous allez faire quoi quand vous ne seriez pas d'accord? Nous marquerons un désaccord. C'est aussi simple que ça. Est-ce que ça empêchera qu'à l'Assemblée nationale on évolue? Ce n'est pas parce que... Écoutez, c'est pas parce qu'on n'est pas toujours d'accord que ça suffit pour empêcher que les choses arrivent. Ce n'est pas... En politique, ce n'est pas comme ça. Et donc aussi, je voudrais dire que il faut croire, il faut se faire confiance sur le cheminement que nous avons entamé en se disant, nous irons à bon port, nous ferons en sorte que les conclusions qui ont été arrêtées nous permettent de sortir complètement de cette situation post-électorale née de la crise électorale. Et alors, je voudrais revenir sur une question de forme que Donclam évoque, dit que en fait, le président de la République a convoqué ou je sais pas, moi je dirais plutôt a reçu le bureau de l'Assemblée nationale et les autres responsables du Parlement. Non, et ce n'est pas nouveau. La coulisses indique ce qui se serait passé. Ce n'est pas nouveau. Non, je vais vous dire. Le président de l'Assemblée nationale était à l'extérieur. Il paraît qu'il a été obligé d'écourter son séjour à l'extérieur parce que le président de la République. Ce n'est pas nouveau que le président de la République reçoive des responsables d'institutions. Et je crois même que pendant la crise électorale, ce fut ainsi. Le président Adrien Roumbédji, alors président de l'Assemblée nationale, était à la présidence de la République avec les membres de son bureau. Vous avez oublié, c'était en mars passé. Est-ce que cela était un problème? Est-ce que c'est maintenant que c'est un problème? Je crois qu'il ne faut pas envoyer dans l'opinion des choses qui ne permettent pas de construire des débats politiques sérieux. Et donc, ce qu'il se passe, le rôle que l'Assemblée nationale va jouer, il le connaît, ou bien pardon, elle le connaît. Si elle passe à côté par rapport à tout ce qui a été arrêté, eh bien, on regardera, on constatera. C'est le plus important pour nous à Mouel Bénin. Je vais boucler ce troisième tour de Tal parce que c'est ce que je suis en train de boucler avec Donclam Abalo. Et juste après, je vais commencer par prendre les auditeurs au téléphone. Donclam Abalo. Je ne suis pas très à l'aise parce que je ne parle pas beaucoup. Et ça me dérange. Oui, je ne parle pas beaucoup. Il faut une répartition équitable. Oui, mais c'est un peu mécanique pour moi. Et je veux... En fait, mes amis savent où se trouve la vérité, mais ils contournent la vérité. Lorsque vous parlez... du président Adrien Roumbédji qui était au Palais de la République. Vous avez dit avec les membres de son bureau. Bien sûr. D'accord. Ici, c'est la conférence des présidents. Avec les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Oui. Vous les avez vus? Oui, mais ici, c'est la conférence... Non, laissez-moi parler. Ici, c'est le président de l'Assemblée avec la conférence des présidents. D'accord? Le président de la République peut recevoir le président de l'Assemblée. Ça ne nous dérange pas. Le président de l'Assemblée, lui, il a des rapports avec les autres présidents des groupes parlementaires et tout le reste, conférence des présidents. Mais lorsque le président de la République convoque au palais de la République le président de l'Assemblée et la conférence des présidents pour leur dire « faites ceci », ça n'est pas normal. Oh là là.
Et vous devez le reconnaître avec nous que ce n'est pas normal. Moi, du tout pas. Je ne vois Mais même pas l'autre chose qui est également importante pour nous, c'est quoi? C'est aussi un dialogue. C'est que, justement, si ce dialogue était possible, pourquoi vous avoir convoqué, vous? Puisque tous ceux qui étaient chez le président la dernière fois étaient au dialogue au Palais des Congrès. Et tous. Non, c'est les partis. C'est les partis qui sont allés au dialogue. Ceux qui étaient là-bas ont représenté leur parti. Mais c'est justement ça. Ne faites pas la confusion dans la tête des auditeurs et des téléspectateurs. Non, c'est vous qui faites ça. Non, attention. On ne démarre Tous pas. ceux Moi, qui... je suis député. Je ne vous ai pas coupé lorsque vous parliez. Ce que je vous dis, tous ceux qui étaient au dialogue au Palais des Congrès étaient également à la présidence de la République. Ils étaient vous. Au dialogue en tant que parti politique. Oui, mais c'est eux qui représentaient les partis politiques. Mais il n'y a qu'un seul dans l'Assemblée nationale. Bien sûr, mais là, ils sont des responsables du Parlement, c'est pas la même chose. Pour vous dire que... On peut dire que c'est pas de leur faute. Oui, c'est la même chose. Même de parti, c'est pour vous dire que... C'est pour vous dire simplement... C'est pour vous dire simplement que le président aurait pu les convoquer directement à la présidence de la République et avancer plutôt que de faire le dialogue auquel vous avez participé. Ça n'a servi à rien du tout. Non, pourquoi pas conclusion? Ça n'a servi à rien. Il aurait dû les appeler au Palais de la République pour dire faites-ci, faites ça, au lieu de nous offrir le spectacle du dialogue du Palais des Congrès. Première chose. Ce qui me paraît bizarre, depuis les exposés des uns des autres, et là je voudrais en avoir le cœur net sur ce plateau, avez-vous parlé là-bas du parrainage pour les élections de 2021 par les communes, oui ou non? Vous n'en parlez pas. Moi je veux savoir. Est-ce que vous avez parlé là-bas et que vous avez acté le parrainage, le processus, vous aimez bien ce mot, de parrainage des élections présidentielles de 2021 par les communes, oui ou non? C'est Fils Béagui, je vais commencer par vous. C'est une question, puisque c'est moi qui pose les questions. Moi, parce que c'est un point très important. La question du parrainage. C'est un très beau rappel de donc là, mais je l'en remercie. En fait, la question du parrainage a été retenue comme un élément de consensus. Le parrainage, notamment d'élus communaux et ou législatifs. Bon, c'est-à-dire, je parle de conseillers communaux. Je suis candidat à une élection présidentielle, oui. Il va falloir que je me fasse parrainer. Je peux me faire parrainer par des... Est-ce que c'est je peux ou je dois? Je dois. Si c'est une loi, ça devient donc, je dois. Je dois forcément avoir l'onction des élus communaux. Des élus communaux ou municipaux, ça dépend. Ou, je dis bien ou. Des députés à l'Assemblée nationale. Ou bien, et si j'ai des députés qui veulent porter ma candidature. Le président fait l'option des élus communaux. Non, il n'y a aucune option qui a été faite. La conférence, aucune option n'a été faite. Le conseil des ministres a parlé des élus par commune. Allez-y. Écoutez, il s'agit d'élus communaux ou municipaux ou de députés, pour dire simple. C'est pas la même chose. Si j'ai un projet de candidature à l'élection présidentielle, je peux me faire parrainer par des députés exclusivement, soit exclusivement par des conseillers communaux ou municipaux, et ou les deux, en fait, selon ce que la loi retiendra. Vous avez acté ça? Le principe a été acté du parrainage. Et nous disions qu'en contrepartie, il faut baisser la caution. C'est ce que dit Moël Bénet. Si nous arrivons, l'idée c'est de... À quoi servirait le reste de la caution? Il faut baisser drastiquement la caution. Est-ce pour intéresser ceux qui devront parrainer? Non, ce n'est pas ça. C'est pour faire en sorte que tout ce que nous disons dans ce sens-là, c'est renforcer le secteur politique, c'est renforcer le système partisan. Parfait. Donc, rapidement, oui. je vous coupe, permettez, parce que là, les auteurs doivent commencer on va répondre, on va prendre les... Oui, bien sûr, par rapport au parrainage. Parfait, Aouyo. Oui. Le Pierre est-il d'accord avec le parrainage? Pour la question du parrainage au dialogue, si mes souvenirs sont bons, c'est un parti de la mouvance qui l'a proposé. Lequel, précisément? C'est pas utile, ce n'est pas le PRD. C'est ça le bloc républicain. Il a proposé, mais ça devait être mis dans les points de non-consensus. Ça devait. Donc il y a une erreur qui a été faite. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Pour nous, la question de parrainage n'est pas un point discuté. C'est un point abordé. Et ça se retrouverait dans les points spécifiques non discutés. Donc, le dialogue est un processus. D'accord. À partir de cet instant, plusieurs questions seront abordées en son temps. Donc là, vous avez souhaité... Oui, absolument. Je prends à témoin nos auditeurs. Voilà, deux partis qui ont participé au dialogue. L'un dit qu'il y a consensus
sur la question du parrainage. L'autre dit qu'il n'y a pas consensus. L'autre dit c'est un point abordé. Pendant que l'autre dit qu'il y a consensus. Donc, ça me pose un problème. Ça nous pose un problème à l'USL. Vous savez, en 2021, si on fait le processus de parrainage par les communes ou par les élus locaux ou par les députés, l'opposition n'a pas de maire. Non, attendez, non, moi je voudrais... l'opposition... Ce n'est pas lié à une année. Non, non, je voudrais faire la clarification. Vous avez suivi ce n'est pas lié à 2020, c'est pas lié à 2021, ce n'est lié à aucune année. Le communiqué du Conseil des ministres a été clair sur la présidentielle de 2021. Très clair. Vous lisez le processus de parrainage. Le rapport de... Non, mais puisque on a mis la question du parrainage sur les conclusions du dialogue. Et donc, il n'y a pas consensus. Alors, si aujourd'hui, nous avons 77 communes, aucun maire ne se réclame officiellement, ne peut se réclamer officiellement de l'opposition. Et quand on parle de parrainage, ça veut dire qu'on a déjà commencé par exclure pour la présidentielle de 2021. Nous serons vigilants par rapport à ça. On a déjà commencé par exclure pour la présidentielle de 2021. Pour dire, vous avez tel nombre de maires qui vous parrainent, ou vous avez tel nombre de députés qui vous parrainent. Nous ne sommes pas représentés à l'Assemblée. Nous ne sommes pas dans les mairies. Ça veut dire que nous avons tourné dos au principe démocratique. C'est ce que je voulais que nos amis constatent. Attention, vous serez complices pour avoir participé à ce dialogue. Vous serez complices de la suite. Nous allons commencer par recevoir les auditeurs 64 44 02 44 ou 66 75 72 72 pour vos préoccupations et premier en ligne. Bonsoir. Bonjour plutôt. Bonjour monsieur. Votre nom s'il vous plaît. Participer à votre émission. Votre nom? C'est monsieur Salaou Joseph. Vous nous appelez d'où monsieur Salaou? De Porto-Novo. Rapidement s'il vous plaît. Ouais, rapidement, ici c'est rapide, je préfère laisser. On va pas s'éterniser, on va pas faire recevoir que vous seul, monsieur Salaou. Allez-y. Non, je sais bien, mais même cas, même si perd le temps. Allez-y. C'est moi qui gère le temps. Je vous invite beaucoup de faire attention. Parce que la classe politique est totalement dans le chaos. Je ne veux pas parler de celui-ci, de celui-là. Parce que le peuple béninois est un peuple de paix. Et ensuite, sachez que le moment que nous vivons, on n'a pas besoin de ce bavardage. Allez au principe. Non, je voudrais que vous soyez courtois. On ne va pas parler de bavardage. Personne ne bavarde, s'il vous plaît. Oui, bavardage parce que... monsieur, c'est dommage. Parce que moi, je regrette ceux qui sont morts à cause de la démocratie dans ce pays. Et aujourd'hui, c'est à terre. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On ne s'amuse pas avec un peuple. On peut prendre des années pour tromper un peuple, on ne peut pas prendre un siècle pour tromper un peuple. Tout ce que vous disiez là, non, ce n'est pas le peuple. Le peuple souffre. Le peuple souffre. Et un cas de politique ne se choisit pas. Il est choisi par la masse qui, en reconnaissant de son constant dévouement et de son fidèle attachement, la masse lui accorde son estime. Ça là maintenant, c'est une contrainte politique. Je vous souhaite beaucoup de courage. Mais je prie Dieu pour vous tous. Monsieur Salaou. Que la paix revienne en nous, en vous les politiciens, et que l'amour revienne en vous les politiciens pour que vous puissiez réunir pacifiquement ce peuple. Merci Salaou Joseph. Merci, bye bye. Un autre auditeur, bonjour. Bonjour auditeur en ligne. Vous êtes bien installé, bonjour. On va changer de ligne. Bonjour auditeur en ligne. Oui, bonjour monsieur. Votre nom s'il vous plaît. Appelez-moi Vincent Laoutaré. Nous vous écoutons monsieur Vincent Laoutaré. Il faudra faire attention au bruit qu'il y a autour de vous. Si c'est la radio, vous baissez le volume carrément. Ah oui, c'est bon maintenant. C'est pas du tout bon. Et nous prenons un autre auditeur. Bonjour. Bon? Oui, ça peut aller? Allô? Un autre auditeur, bonjour. 64 44 02 44 66 75 72 72. Allô? Diminuez le volume de votre radio, s'il vous plaît, monsieur. Oui, bonjour, le plateau. Votre nom? Kaka Robert depuis Faye. Nous vous écoutons, monsieur Keke. Oui, le dégel de la crise qui est confié à l'Assemblée que nous connaissons tous. Je voudrais demander, en dehors de cette option, est-ce qu'il n'y a pas d'autres options que nous pouvons emprunter? Première question. Deuxième question, et je m'adresse à l'USL.
l'USL n'est pas allé au palais, ni au champ d'oiseaux. Ils sont en train de manigancer quoi? Troisième question, à l'homme de PRD. Je voudrais leur dire de cesser de vouloir poursuivre 2 lièvres à la fois. Sinon, si on poursuit 2 lièvres, on risque de perdre les 2. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Keke. Oui, allô? Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonsoir, monsieur Joshua. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, c'est Mélèze Ndissa, je vous appelle depuis Avrancourt. Nous vous écoutons, monsieur Mélezongi. Bon, j'ai quelques questions. D'abord, pour monsieur Doncla, je le remercie d'ailleurs, je le félicite. Et je demande, est-ce qu'aujourd'hui, il ne regrette pas un peu deux choses? La première, est-ce qu'il ne regrette pas un peu sa position politique actuellement? Est-ce qu'il aime vraiment... Lui, donc l'âme ou le parti USL? Dans sa posture politique d'aujourd'hui. Lui, donc l'âme personnellement? Allô? Donc l'âme personnellement? Oui, je le connais. D'accord. Oui. Bon, je ne vous ai pas bien entendu, mais je ne... Bon, en tout cas, deuxième chose, je dis, est-ce que la position de l'USL aujourd'hui, est-ce qu'il ne regrette pas un peu avoir resté, c'est-à-dire ce que le ministère a demandé? Est-ce qu'il ne regrette pas un peu n'avoir pas allé un peu dans ce sens? Peut-être qu'ils auront déjà eu tout ce qu'il faut pour participer à ce dialogue qui vient de terminer. Et deuxième question, pourquoi M. Orden Aladati, je demande à monsieur, aux deux autres, c'est-à-dire pourquoi M. Orden Aladati déconseille Soleil FM à ses partisans et à... Ça c'est pas une question qui est appelée au débat aujourd'hui. Serge Mélezongi, merci. Un autre auditeur, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Il sera l'avant-dernier. Bonjour, auditeur en ligne. Alors, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Joseph Gauguin. Joseph quoi? Gauguin, vous appelez d'où, monsieur Gauguin? Oui, j'appelle de Salacodi. Rapidement, pour votre préoccupation. Bon, j'ai deux préoccupations. La première, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ceux qui sont sur le plateau pensent du brouillage de Soleil FM? Ce n'est pas une question appelée au débat encore aujourd'hui, s'il vous plaît. Bon, Abordez des sujets, des questions qui nous intéressent. ok, deuxième préoccupation. Pourquoi, moi je ne comprends pas pourquoi dans le dialogue on parle de révélation de femmes. Ça doit partir de la crise qu'on a. La crise qu'on a, ce n'est pas la révélation des femmes. On a une crise politique, on parle de révélation de femmes dans les résolutions. Je ne comprends rien. Je vous remercie. Un dernier auditeur. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Le pronom 64 ou 66. Georges Bonou qui m'accompagne à la mise en onde nous aidera à en avoir le dernier. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Je suis Jonas Toviro, je vous appelle de ce Jonas Toviro. Oui. Votre question ou votre préoccupation? Ce matin, moi je veux dire à tous vos invités que le peuple est embrouillé, sans vous mentir. Je veux demander à l'USL, est-ce que les bruits qui se font aujourd'hui, selon la position de l'USL, est-ce que les bruits là arrangent le président d'honneur du parti l'USL? Deuxième préoccupation... Vous parlez de quel bruit, précisément? Je pense que la manière dont l'USL organise cette critique, en tout cas leur position sur certains sujets de la nation, si cela arrange vraiment le président de l'USL plutôt. Deuxième préoccupation, je crois qu'aujourd'hui, il y a l'impression que le pouvoir, bon, leur communication n'est pas souvent claire dans l'opinion nationale. Vous êtes encore embrouillé. On croit qu'on veut quelque chose de son contraire, malgré qu'on sent la volonté du président. Mais ceux qui sont autour d'eux, vraiment, je veux que la position n'ont pas été claire dans leur position. Jonas Toviro. Accompagne le président dans ce qu'il en est de faire. Merci. Nous revenons en plateau. Merci pour ces auditeurs qui ont pu avoir la ligne. Donc là, je vais commencer par vous, puisqu'il y a certaines questions qui interpellent l'USL. Personnellement, est-ce que vous êtes à l'aise dans cette position politique? Est-ce que les différentes positions de l'USL concernant l'actualité politique arrangent Sébastien Ajavon, qui est le président de votre parti? Merci beaucoup d'avoir commencé par moi, Monsieur Jossou. Le débat n'est pas d'arranger quelqu'un.
C'est pas ça le débat. L'USL est un parti politique, reconnu comme tel et fonctionnant comme tel. Sans récépissé. Non, ce débat, peut-être qu'on aura le temps de le faire, mais vous avez compris là où se situe l'injustice. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de regret à avoir en politique. Mes deux vis-à-vis sont plus capés que moi en politique. Moi, je suis nouveau, mais je dis, c'est un parcours. Ce sont des expériences. Donc, nous n'avons pas de regrets à faire. S'il me demandait personnellement si je regrette d'avoir quitté la radio pour la politique, non, pas du tout. J'ai pris cette décision en mon âme et conscience et en étant totalement serein et conscient des risques que je prenais. Donc, ça ne rate pas cette arrivée. Alors, pour moi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de débat à ce niveau. L'USL ne serait ni au Champ d'Oiseaux, ni au Palais des Congrès. Robert, quelqu'un voudrait savoir à quoi vous jouez à l'USL. Mais l'engagement politique n'est pas tributaire de la présence ou non à une rencontre. Aujourd'hui, nous sommes, comme je vous l'ai dit, un parti d'opposition. Et l'essentiel, c'est les résultats, c'est-à-dire les objectifs. Que dites-vous à cette absence de l'USL au Champ d'Oiseaux? C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Oui. Non, c'est ça que je vous explique. Je dis, ce n'est pas l'engagement politique n'est pas tributaire de la présence physique. Aujourd'hui, nous avons un objectif. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est justement la restauration de l'état de droit de la démocratie. Les méthodes peuvent différer. On dit souvent dans notre... je ne suis pas fond, mais je vais quand même y essayer. On dit... l'essentiel c'est quoi? Dans Nikou, n'est-ce pas? Donc c'est ça. Nous sommes dans un environnement où nos amis en face nous ont sérieusement infiltrés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le pouvoir a infiltré. Oui, bon, parce que je les considère comme appartenant au pouvoir. Moi, je les vois comme ça. Donc, oui, je vous vois comme ça. On est de la mouvance. Voilà, vous nous avez sérieusement infiltrés. Infiltré l'USL. Oui, pas l'opposition. Je ne dis pas l'UFL, l'opposition. Pendant que nous tenons des assises et que nous discutons sur certaines questions sérieuses, tout est déjà dehors avant. Et pendant tout ce temps, on a toujours présenté l'USL comme étant le parti qui le faisait. Aujourd'hui, tout est clair. On voit qui le faisait. Le peuple même sait qui le défend réellement et qui faisait quoi. Donc, il n'y a pas un environnement de sérénité qui permet d'avancer dans le combat politique. Et si on s'entend, puisque la résistance, c'est un cadre de concertation, ça n'est pas un parti politique. Si on s'entend dans ce cadre, chaque parti, après, a la latitude de mettre en œuvre sa stratégie pour atteindre le résultat commun, l'objectif commun. Pour nous, c'est très clair. Donc, présence ou non à une assise, ou à... c'est pas ça qui détermine l'engagement politique. Je réitère, je réaffirme ici que nous sommes un parti plein de l'opposition et que notre combat, il est connu, il est traçable. Voilà. Parfait, Aoyo, vous avez été interpellé plus en tant que, oui, PRD d'abord, et puis après, plus il peut suivre deux livres à la fois. Oui. Nous, notre objectif au PRD est très clair. Nous sommes un parti de paix, de tolérance et de dialogue. Notre devise est claire: unité, paix, travail. L'objectif du dialogue, c'est de ramener la paix et la cohésion nationale. Toutes les dispositions chrysogènes avant, pendant et après le dialogue, pour nous, ne doivent pas être encouragées. Premier principe. Deuxième principe, nous pensons, avec force et conviction, qu'il faut utiliser les leviers politiques pour régler la crise aujourd'hui. Et troisième, et à partir de cet instant, c'est le consensus politique qui est la voie qu'il faut privilégier. C'est en cela, en étant membre à part entière de la mouvance présidentielle, nous conseillons à notre partenaire, le président Patrice Talon, d'utiliser cette voie. Donc, nous l'encourageons dans ce sens, de continuer à dialoguer, de ne pas être fatigué, d'être l'apôtre. Nous, au PRD, on va l'encourager pour que le dialogue puisse aboutir. Les problèmes de ce pays, l'USL l'a dit, donc là, l'a répété, sont des problèmes politiques. Une fois que le politique règle les problèmes, tous les détails techniques, on peut les faire. Donc, toucher la Constitution, ne pas toucher, toiletter, ne pas toiletter, c'est le politique qui donne le lard. Et pour utiliser les dispositions de l'article 57,
Le chef de l'État en est le métronome. C'est à lui que nous avons confié les destinées de notre pays pendant 5 ans. Il sait qu'il a une responsabilité historique à jouer. Il est dans une démarche d'apaisement et alors rien au monde ne nous empêchera de l'encourager dans ce sens. Nous ne sommes pas pour la violence, nous sommes pour la paix et par conséquent, nous ne serons pas fatigués quand il y aura la disposition pour la paix. Bien entendu, légitimement, PRD sera prudent, mieux que par le passé. Je vous remercie. C'est Fils Bewaguia, les questions de représentativité de femmes à l'Assemblée nationale ne sont pas venues de la crise que nous connaissons. Pourquoi l'évoquer là? Il paraît que le peuple est embrouillé. Non, en fait, il y a eu un débat au titre de mesures qu'il fallait prendre pour un peu plus d'inclusion. Renforcer l'inclusion, renforcer, en fait, faire une sorte de justice pour une meilleure participation d'autres couches de la société. Et c'est au niveau des tests que ça se passe, déjà au niveau du code électoral. Parce que si le code électoral recommande, si on dépose des dossiers, des listes de candidature à la Sénat, et on peut se rendre compte que oui, un tel parti a respecté ce que le code dit en faisant un meilleur positionnement des femmes. Et donc c'est un problème aussi à ce niveau. C'est pour ça que je disais que peut-être en voyant juste les dispositions, ça peut ne pas arriver à la révision de la Constitution. Ça peut être des tests spéciaux qui permettent de le faire ou une disposition spéciale. Et donc, c'est au titre de mesures d'inclusion comme une meilleure redéfinition de la carte électorale pour tenir compte de régions ou de milieux aujourd'hui qui ont une forte densité de la population, mais qui, au niveau de la représentation à l'Assemblée nationale, envoient un nombre très, très faible de députés. C'est au nombre de ces mesures-là. Moël Béné a proposé, par exemple, l'inclusion pour la représentation de nos compatriotes de la diaspora au niveau de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas fait objet de consensus, par exemple. Et donc, je voudrais dire que non, nous n'avons pas à être embrouillés. C'est vrai que nous avons traversé une situation politique un peu difficile liée aux dernières élections législatives, mais tout se met en place pour que progressivement, cette décrispation arrive. Il y a eu des mesures d'apaisement. Aujourd'hui, vous avez évoqué ici la question de loi sur l'amnistie de personnes qui se retrouveraient impliquées dans les questions liées aux élections, liées aux événements post-électoraux ou électoraux de cette année. Tout cela nous permet d'avancer progressivement. Et je voudrais une fois de plus remercier le chef de l'État pour le leadership dont il fait montre pour que nous puissions avancer. Parce que, comme j'ai pu le dire ici, d'une manière ou d'une autre, il est le garant de ce dialogue qu'on a pu tenir. C'est lui qui l'a voulu, c'est lui qui l'a convoqué, il l'a annoncé, il l'a convoqué en tenant parole, en le faisant. Et il a reçu les recommandations, il a reçu le rapport. Il prend sur lui de toucher tout ce qu'il faut faire pour que nous puissions voir l'aboutissement ou la mise en œuvre diligente de ces mesures qui ont été proposées. Et donc, il faut rester dans l'espérance pour dire que le pays avancera. Et je voudrais aussi constater quand même que, en fait, l'USL n'était pas au champ d'oiseaux. Je n'ai pas fait attention. Je m'en suis rendu compte dans ce qui a été dit là. Et pourtant, ils nous demandaient, nous, d'y aller. Au moins, nous, on est allé quelque part. Non, attention. Maintenant, en dehors de ça... Ne faites pas de mélange de ce genre. J'ai dit l'engagement politique n'est pas privé de la présence. Que là-bas, il y avait tous ceux qui se reconnaissaient comme des démocrates et tout le reste. Oui, bien sûr. Vous n'y étiez pas. Attention. Bon, attention, il faut relever. En fait, vous faites de la politique. Non. Nous sommes en débat politique. Justement, et il faut que je vous explique. J'ai clairement expliqué. Tout de suite, vous ceux qui ont voulu nous n'étions pas cohérents sur des questions de points de consensus. On va laisser le dire parce que là, nous sommes en ok, il a qu'à finir. Alors, donc, je voudrais je commence alors par vous. Les jugements... Une minute parce que ça va donner Et l'autre chose aussi, je voudrais souhaiter... la conclusion. Je voudrais souhaiter, moi, quand j'ai écouté des sympathisants presque de l'USL au téléphone tout à l'heure, je voudrais souhaiter que les responsables de l'USL les écoutent. C'est tout ce que j'ai à dire. Parfait, Oyo. C'est en guise de conclusion en même temps. Hein. Nous sommes totalement contents du début de dégel. Nous demandons à toute la classe politique, non pas de dormir,
mais de Approchez-vous un peu veiller. de votre micro parce que la technicienne qu'on ne vous entend pas bien. Nous demandons à toute la classe politique, non pas de dormir, mais de veiller pour que le processus commencé par le chef de l'État, puisqu'il en a, c'est lui qui en a les attributions, ne s'arrête pas. Soyons des infatigables du dialogue. Transformons tout le territoire béninois en champ de dialogue. Ce que nous disons, nous, au PRD, nous allons prendre toutes les dispositions légales qui sont à notre possession, de la position que nous sommes, pour éviter que désormais aucune disposition d'exclusion ou des dispositions chrysogènes ne transparaissent dans nos lois. Nous allons faire, avec les moyens qui sont les nôtres, ce combat-là, et nous aimerions que ça soit le leitmotiv de tout le monde. Donc là, nous ne voulons plus de crise. Les quelques secondes qu'il nous reste, parce non, que là, non, nous n'avons pas commencé à 9h. Donc, bon. Mais c'est vous qui gérez le débat. Non, je suis heureux que Moël s'intéresse à la vie de l'USL. C'est très heureux. Mais je vais vous rassurer, monsieur Séfis Béraguia, pour vous dire que nous écoutons nos militants. Et nous restituons ce que nos militants veulent. Nos militants ne veulent pas que vous nous infiltriez n'importe comment pour que nos stratégies soient dehors avant même que de les mettre en œuvre. Et encore une fois, je vous dis, nous sommes solidaires de toutes les actions de l'opposition, mais nous restons l'Union sociale libérale et nous avons nos stratégies que nous mettons en œuvre. Donc, franchement, par rapport à ça, ceux qui veulent comprendre ont compris et nous avons de bons retours de nos militants. Ça, il faut que je vous le dise. L'autre chose, c'est quoi? C'est que vous avez parlé tout à l'heure de la loi d'amnistie. Nous ne reconnaissons pas, nous, une loi d'amnistie. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas reconnu votre dialogue. Et en même temps, je vous le dis, il faut que vous le reteniez. Vous dites tous ceux qui sont impliqués dans la crise électorale, les tueries et tout le reste. Vous n'allez pas nous dire que vous allez amnistier ceux qui ont tué des Béninois. Parce que ça, on vous combattra sur ça. Et ceux qui sont en prison aujourd'hui le sont illégalement. C'est leur droit de retrouver la liberté. C'est leur droit de recouvrer la liberté. Donc votre affaire d'amnistie, là, c'est du saupoutrage. Il faut le dire comme ça. Libérez les prisonniers politiques. Ils n'ont rien fait pour être en prison. D'accord? Et donc si vous pensez que on va amnistier ceux qui ont tué des gens, parce que on suit vos regards, là vous vous trompez. On sera encore vigilant pour vous dire, non, ils n'ont pas besoin d'amnistie, ils doivent répondre de leurs actes. Ça c'est important. Et pour finir, je parlerai comme le président Patrice Talon, seul le Bénin est éternel. Mes chers amis, seul le Bénin est éternel. Vos petites manigances qui vous amènent à vous maintenir au pouvoir. Seul, non, c'est moi qui conclue, vous n'avez plus de seul le Bénin est éternel. Merci le Patrice Talon. Écrivez-le quelque part. Seul le Bénin est éternel. Moi je dirais qu'on devait l'écrire au fronton de chaque école. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Parfait, Aoyo. J'avais des questions numériques au sein du PRD et porte-parole dans les travaux de ce dialogue au nom de ce parti-là. Merci également, Parfait Aoyo, d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à Séfis Béraguia, secrétaire général du parti Moël Bénin. Mesdames, Messieurs, merci à vous. J'avais oublié de dire merci à Georges pour nous qui était à la mise en onde. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche pour un autre numéro de 5 langues de voix.